Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est enclos, les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangées les uns derrière les autres, regardant. Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. Je les regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Et ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond. Et je vois ces centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure et il rit, et il n'a point envie de s'en aller. Et je les regarde aussi, et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera les livres, et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade, et celui qui vient de voler pour la première fois, et celui qui n'a rien fait de toujours. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. Mesdames, Messieurs, cette citation est tirée de l'échange, du premier acte de l'échange de Paul Claudel. Il n'y a pas de définition du théâtre. Il n'y a pas d'explication de cet acte étrange qu'est une représentation. Des trois participants de cette cérémonie qu'on pratique de temps immémorial, spectateurs, comédiens et auteurs, c'est toujours le poète dramatique qui en parle le mieux. Son intervention règle et commande celle des deux autres. Il a de cette solennité, de cette organisation concertée entre les hommes, un sens immédiat et direct. C'est généralement lui, puisqu'il en a l'initiative, qui en parle le mieux. Au hasard de leurs œuvres, il est rare de ne pas trouver une réflexion, une phrase qui trahit leurs préoccupations et qui prend conscience de la difficulté qu'ils éprouvent et de l'ignorance où ils sont eux-mêmes de cet acte. À Burbage, qui achève de s'habiller avant la représentation, tandis qu'on entend la rumeur du public, Shakespeare dit « Viens, allons voir maintenant ce monstre aux milliers d'yeux, de bouches et d'oreilles qui nous attend dans l'ombre. » Et voilà l'aspect du public. Claudel, lui, dit « Ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. » C'est une autre image, aussi imprécise, aussi incomplète, aussi saisissante. Puis Claudel dit encore « Il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. » Comme si c'était vrai. Eh bien, il y a dans ces quatre mots 10, 20, 100 problèmes du théâtre. Il y a toute l'énigme du théâtre, comme si c'était vrai. Il y a l'énigme de la représentation, de l'audition et même de l'écriture. Sur ces quatre mots, Aristote a commencé à méditer et les philosophes aujourd'hui méditent encore avec nous. Comme si c'était vrai. Comme si l'illusion était une réalité. Comme si la fiction faisait partie de notre existence. Comme si toutes les conventions, règles, aménagements de la scène et de ses acteurs étaient pour nous un état normal. Comme si c'était vrai. Est-ce vrai ou non? Nous ne savons y répondre et l'affirmation persiste et son écho se prolonge et se prolongera encore longtemps. L'homme, dit encore Claudel, s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Cela n'est pas long, cela est vite dit, cela paraît une phrase toute simple, un peu en l'air et cependant, tout tient dans cette affirmation. Tout y est contenu des problèmes profonds du théâtre. Théologiens, métaphysiciens, exégètes, moralistes ou psychologues, tous ceux qui, de près ou de loin, se sont préoccupés du corps ou de l'âme, de son origine, de ses destinées et de ses fins, ont débattu autour de cette affirmation et se sont interrogés sur ce phénomène humain, sur les raisons inconnues de cette disposition, de ce goût, de cette manie, de cette passion du théâtre. L'homme s'ennuie et c'est pour cela qu'il va au théâtre, pour se fuir lui-même
et se libérer de son angoisse, pour faire cesser en lui ce vide, cette vacance qui lui donne le vertige et le dégoûte de lui-même, pour chercher à communiquer et partager avec les autres, pour se mêler et se fondre au sein de cette masse humaine qui est assise dans la salle, par rangées, et qui regarde. C'est pour cela qu'il va au théâtre, pour se mieux connaître, pour se sentir vivre, pour reprendre possession de lui, pour espérer, pour exister, pour se délivrer de cette attente et de cette interrogation incessante au fond de lui. Ne sachant de rien comment cela commence et comment cela finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre, pour y trouver une foi, une croyance, pour y trouver peut-être je ne sais quels souvenirs anciens, pour réveiller en lui un passé obscur, pour chercher un espoir, pour s'emplir, pour s'accomplir et aussi pour se libérer. Par un étrange goût dont on n'a pas encore trouvé et dont on ne trouvera sans doute jamais toutes les raisons, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Dans ce refuge, dans ce faux paradis, dans ce lieu que des métamorphoses dérisoires, des supercheries puériles, une magie enfantine rendent le plus vain, le plus fallacieux, le plus inutile de tous les lieux humains, mais où l'homme apporte cependant ce qu'il a de plus pur, de plus désintéressé, de plus sincère au moment où il y pénètre. C'est pour cela qu'il va au théâtre. Puis Claudel dit encore, l'homme se regarde lui-même. Il n'est pas d'explication plus simple que celle-là. En fait, cela est vrai. L'homme vient au théâtre pour se contempler à travers ses semblables, pour se refléter dans l'acteur qui est sur la scène. L'homme se regarde lui-même, il devient pour lui-même son propre miroir. L'homme se regarde lui-même et il croit qu'il se voit. Il vit de cette autre présence, de cette vision. Ce n'est qu'un vertige. En fait, on peut dire aussi bien qu'il cesse d'exister. Se regardant comme on se regarde dans un miroir, avec cette impression soudaine, inéluctable qu'on a parfois devant un miroir, il perd sa propre image. Sur le teint de la glace, c'est un inconnu qui l'aperçoit. Il cesse d'exister en se regardant lui-même, en sympathisant avec ce personnage qui est devant lui, dont il éprouve à l'unisson les sentiments et les sensations, sans s'en douter. Il se dépossède lentement de lui-même. C'est le comédien, c'est l'acteur qui vit à sa place, et par instant, au fond de lui, absent, évacué, exproprié, si on peut dire, il ne vit plus que dans une abstraction, dans le vertige d'une effigie. Il croit prendre conscience de lui. En fait, c'est une rupture avec lui-même qui se produit. À ce moment, l'instabilité, le miroitement de la personne humaine est à son point le plus haut et le plus vertigineux. L'homme se regarde lui-même. Il est venu pour s'assurer de soi, pour acquérir une sérénité, une rassurance, et c'est justement dans cet instant qu'il se brouille lui-même. Croyant s'identifier et se reconnaître, il perd son propre contrôle. Il abdique sa personnalité. Ainsi, c'est en perdant la conscience et la maîtrise de lui-même qu'il a le sentiment d'exister. C'est dans cette évasion qu'il éprouve le plus fortement l'idée et la sensation de se posséder et d'être. C'est dans cet abandon et cette perte, si on peut dire, qu'il se trouve. L'homme se regarde lui-même. Et toute la fantasmagorie de sa vie se manifeste à cet instant. Il regarde et écoute comme s'il dormait. C'est la conclusion de Claudel dans sa description du théâtre. C'est la dernière phrase. C'est ainsi que Claudel parachève le portrait du spectateur. C'est ainsi qu'il voit le théâtre. Il regarde et écoute comme s'il dormait. Dans cette salle où les gens sont là, les mains posées sur les genoux, se regardant eux-mêmes, se contemplant dans les acteurs qui vivent sur la scène, dans cette promiscuité qui mêle la femme adultère à l'oisif, le voleur au voleur, et qui échantillonne tous ceux qui peuplent la ville, cette assistance qui tapisse les murs courbes de la salle du théâtre, ces centaines de visages blancs, ce sont au fond des dormeurs. Éveil ou réveil de l'être humain, dualité de notre existence et de notre vie,
le miroitement et le vertige s'accusent encore et grandissent par cette phrase. À la lire et à l'entendre, on se sent soi-même troublé. Ils regardent et ils écoutent comme s'ils dormaient. Quand je regarde et j'écoute, est-ce donc que je perds mon existence? Est-ce que je n'existe que lorsque je suis cet autre qui n'est plus moi? Et de combien d'heures par jour est fait ce sommeil ou cette absence? Quelle est la part de ma vie qui est vraie et réelle, et quelle est la part où je rêve? Le théâtre serait-il comme le rêve ou comme l'espérance, le sommeil de ceux qui sont éveillés? Les limites où la raison s'égare sont atteintes et il faut, je crois, s'arrêter. C'est Shakespeare qui va fixer ce débat et nous rassurer. Nous sommes faits, dit Shakespeare, de la même étoffe que nos rêves, et notre petite vie est enveloppée de sommeil. C'est la réplique de Prospero, comme vous le savez, dans La Tempête. Mon fils, vous paraissez ému comme si vous aviez peur. Rassurez-vous, nos divertissements sont finis. Ces acteurs, comme je vous en avais prévenu, étaient tous des esprits. Ils se sont fondus en air subtil, et de même que l'édifice sans base de cette vision, les tours coiffées de nuées, les palais magnifiques, les temples solennels, cet immense globe lui-même et tous ceux qui le possèdent se dissoudront, et comme l'irréelle fantasmagorie qui vient de disparaître, ils ne laisseront pas une brume après eux. Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits, et notre petite vie est entourée de sommeil. C'est ce passage, c'est cette réplique qui est gravée sur le monument du poète à l'abbaye de Westminster. D'autres ont parlé du théâtre aussi, et leurs propos sont célèbres. D'Aristote à nos jours, certains penseurs ont tenté de trouver le secret du théâtre, de découvrir son mécanisme, de pénétrer son système, les théories et les systèmes, du dehors, de l'extérieur, assis confortablement dans un fauteuil à penser, méditant sur les innombrables questions que l'on peut poser, cernant les problèmes, tentant de les isoler. Ils ont cherché par un point spécial, un biais personnel, une théorie préparée par les outils de l'esprit et de la raison, de la connaissance humaine, par les artifices de la dialectique, à classifier et à simplifier cette idée du théâtre. Aucun n'a jamais pu la rendre évidente. Aristote a découvert le principe et la base de l'art dramatique dans l'imitation. Il explique tout ensuite par catharsis, c'est-à-dire par purgation. Depuis 2000 ans, cette explication, ce mot barbare prolifère, entretenant un débat scolastique à huis clos. L'exercice du théâtre reste étranger à ces controverses. Il n'en a tiré aucun bénéfice. La purgation, la catharsis, comme il l'appelle, n'explique rien. Décantation des humeurs pécantes, au sens physiologique où Molière le tournera en ridicule, délassement de l'homme, apaisement de l'individu par le trouble, un soulagement qui accompagne le plaisir, remède moral par la crainte et la pitié, qui immunise le spectateur contre les défaillances de l'âme, retour sur soi-même, comme Corneille essaiera de l'expliquer docilement, utilisation de l'artifice, consolateur quand l'image nous afflige et rassurant quand l'image nous effraie, méditation par l'enthousiasme, reprise d'équilibre. Depuis 2000 ans, tout cela a servi d'explication à ce mot-clé d'Aristote, la catharsis ou la purgation. Quand le rideau se lève au théâtre, personne n'a jamais songé à la catharsis ou à la purgation. Toute théorie est abominable en soi, dit Baudelaire, c'est une damnation. C'est une condamnation et une stérilisation de l'esprit. Dans le domaine du théâtre, on ne peut pas s'introduire par de telles tentatives. Avec cette purgation, Aristote n'est qu'un pharmacien du théâtre, alors qu'il est un poète lorsqu'il découvre que le texte a une âme et qu'il nous assure que les paroles d'Homère sont, dit-il, voltigeantes, volantes, mouvantes et par conséquent animées. Il y a plus de profondeur dans cette constatation que dans le système de la purgation. Mais le procédé est fréquent.
Les penseurs du théâtre engagent la discussion en général par un biais dont l'efficacité et la persistance sont d'autant plus grandes que le point de vue est de peu d'importance dramatique. Il suffit d'un terme barbare ou d'un propos abscon pour réussir dans ce genre de débat. Et il est fort probable que le castigat ridendo mores, la comédie qui corrige les mœurs en riant, servira encore de sujet de dissertation, après vous, à vos arrière-petits-neveux. Mesdames, Messieurs, le théâtre n'existe que dans l'acte du théâtre, dans cette fusion, cette effusion de la représentation, dans le moment dramatique. Ce qui précède ce moment n'est pas encore du théâtre, et l'on ne peut pas en discuter. La pièce, ses répétitions et sa mise en scène ne sont, malgré toute leur importance, que des préparatifs. Ce n'est pas encore l'acte du théâtre. Et ce qui fait suite ou prolonge la représentation ne relève plus du théâtre. Propos, discussions, palabres et critiques n'en sont que les conséquences et les résidus. L'acte est passé, il est accompli. Celui qui veut parler du théâtre avec conscience et logique ne peut en parler qu'avant ou après l'acte, c'est-à-dire froidement. S'il peut raisonner, c'est qu'il n'est point encore mêlé à l'action ou qu'il s'en est déjà retiré. Acteurs, auteurs, spectateurs, aucun d'entre eux, dans l'instant où il éprouve cet acte, où il le commet, ne peut en parler ou en juger sans cesser aussitôt d'y participer et sans quitter le jeu et s'exclure par conséquent de cette communion. Le théâtre n'existe que dans l'acte du théâtre, à ce moment unique où les éléments, les participants, auteurs, acteurs et spectateurs, entraînés, dépossédés d'eux-mêmes, dessaisis de leur caractère et de leur choix, restitués à une sensibilité neuve, à une intelligence souveraine, se fondent et se dissolvent peu à peu les uns dans les autres. À ce moment où ils perdent leur personnalité, où toute faculté consciente et raisonnante ne résiste plus à la chaleur de l'acte lui-même. À ce moment où, dit le poète français Arthur Rimbaud, « je est un autre que moi ». Par une magie singulière, dont les causes ne sont pas simples, tous ceux qui franchissent le seuil d'un théâtre subissent en eux-mêmes ce transport, cette modification. Un être nouveau se révèle en eux. Des disponibilités, des facultés nouvelles jaillissent et affleurent, les dotant d'une sensibilité et d'une intelligence neuve. À peine passé la porte du théâtre, que ce soit par l'entrée des machinistes ou des artistes, ou que ce soit par le vestibule du contrôle, je est déjà un autre que moi. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est, dit Claudel, à ce qu'il nous propose, nous pouvons ajouter, ce sont des gens qui viennent là le soir et qui ne sont plus eux-mêmes. Ils sont transformés subitement et ils ne le savent pas. Bien que nous tous, dans cette salle, vous et moi, nous soyons les fidèles habitués du théâtre, nous ne savons pas ce que c'est que le théâtre. Passé la porte de l'édifice, nous ne saurions plus, nous ne pourrions plus parfaitement nous reconnaître. Chacun de nous est déjà un autre que lui, et il ne le sait pas, et nous ne le savons pas. Hanté, souvent intrigué par cette dépossession de moi-même, ce transport, ces influences que je décèle et que je subis autour de moi, souvent j'essaye de m'en dégager et de me retrouver assis dans la salle d'un théâtre ou m'exerçant même sur la scène, plongé parmi les spectateurs ou agissant au milieu des comédiens à toutes les heures. Même la nuit, dans la solitude du théâtre, j'essaie de pénétrer les sortilèges de ce lieu, d'éclairer en moi-même ce qui s'y passe, de m'observer, de me pénétrer, vainement. Et si je regarde les autres, et si j'essaie de surveiller en eux ce qui s'y passe, ils me paraissent à la fois plus simples, plus lisibles et plus mystérieux que d'habitude. Si pour quelques secondes, je parviens à me détacher de ce que je fais, action ou audition, l'instant de ce dédoublement, de cette extériorisation volontaire, crée en moi un vide, une confusion, une gêne impossible à soutenir, et je ne peux que m'étonner de moi-même et des autres. Et l'idée me vient que cet acte du théâtre, cette action que nous commettons en commun, pour en juger, pour en connaître, il faudrait pouvoir en arrêter, en suspendre la vie et le mouvement, les saisir et les fixer au moment précis
où le vertige qu'il nous procure est le plus fort. L'idée me vient soudainement que, au moment le plus chaud de la représentation, au moment où je subis le plus fort cette asphyxie de moi-même et suis dans l'impossibilité de m'en dégager, à l'instant où la salle et la scène sont accouplées et soudées définitivement l'une à l'autre par les péripéties de la pièce et atteignent leur température maxima, l'idée me vient, dis-je, que si l'on pouvait trancher, séparer par une dissection véritable l'édifice du théâtre comme on le fait d'un fruit ou d'une coque, séparer, trancher, disséquer, dans le moment du spectacle, la salle et la scène offriraient deux aspects, deux vues extraordinaires, invraisemblables. Le spectacle qui nous serait offert par ces deux parties donnerait du théâtre, par cette double vue, l'image en relief des sentiments et des idées dramatiques. Il ramènerait l'esprit au point de départ des méditations et des réflexions que l'on peut faire sur le théâtre. L'acte du théâtre est en vérité un acte étrange. C'est un des phénomènes les plus insensés que l'on puisse imaginer. Une des actions les plus saugrenues de notre vie d'homme. Qui est-ce qui engendre cet acte? Quoi ou qui nous porte à ce divertissement, à ce jeu, à cette action? Claudel dit, l'homme s'ennuie, l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance, et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. C'est donc la misère et la déchéance de l'homme qui, pour Claudel, expliquent le théâtre. Pascal, avant lui, avait dit « N'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, les hommes se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Et le divertissement que l'homme regarde comme son plus grand bien est en effet son plus grand mal, parce qu'il l'éloigne plus que toute chose de chercher le remède à ses maux. Et l'un et l'autre est une preuve admirable de la misère et de la corruption de l'homme, et en même temps de sa grandeur, puisque l'homme s'ennuie de tout et ne cherche cette multitude d'occupations que parce qu'il a l'idée du bonheur qu'il a perdu. Pascal, vous le voyez, comme Claudel, nous donne une explication religieuse. Peut-être, en effet, est-ce là l'aboutissement de ces occupations? Est-ce là leur but? Peut-être ce point de vue métaphysique justifie-t-il le théâtre, mais il ne le pénètre pas tout à fait, à mon avis. Il n'explique pas ce jeu, ses règles, ses lois, et c'est cela qui me préoccupe. Jean Giraudoux va nous rassurer. Dans une réplique d'une pièce en un acte qu'il a intitulée L'impromptu de Paris, Jean Giraudoux décrit au spectateur ce qu'est un spectateur. Spectateur, comédien et auteur, nous allons apprendre les raisons de notre activité. Il va nous le dire. Jean Giraudoux va définir notre nature et notre essence dramatique. Tous ces gens assemblés, réunis dans l'attente, tendus, avides, qui regardaient incompréhensiblement tout à l'heure devant eux, Jean Giraudoux va nous dire ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Si tout ce public, les lumières baissées et maintenant tendues et recueillies dans l'ombre, c'est pour se perdre, pour se donner, pour s'abandonner. Si tous ces gens sont assemblés, ce n'est pas seulement pour se regarder, comme le dit Claudel, c'est pour se perdre, se donner et s'abandonner. C'est la première phrase de la définition du poète, elle concerne également le comédien. S'il est là, lui aussi, sur le théâtre, dans la coulisse tendue et recueillie, prêt à entrer dans le piège lumineux du décor, c'est lui aussi pour se perdre, pour se donner et pour s'abandonner. Et le poète ajoute, il se laisse remettre dans l'émotion universelle. Se laisser remettre dans l'émotion universelle, c'est la plus noble, le plus haut témoignage qu'on ait porté sur le théâtre. C'est celui qui, personnellement, me plaît le plus. Acteurs, spectateurs et auteurs gagnent ici leur titre de noblesse et de vocation. Ils trouvent là l'indication de leur attitude. Ils se laissent remettre en jeu dans l'émotion universelle. Il se sent soudain le sourire à 1 centimètre de ses lèvres, les larmes de ses yeux et l'angoisse de son cœur. Bref, il aime. Et Jean Giraudoux nous apprend ainsi, si étonnant que cela puisse paraître, que le théâtre est un acte d'amour, une entreprise de tendresse, que tout n'est que besoin de communication et de communion. Dans cette attente continuelle de la vie, dans cette
oscillation entre l'angoisse et la sérénité, entre le désespoir et la plénitude. Toutes les démarches, toutes les entreprises que tente l'homme, ses conquêtes, ses sollicitations, ses curiosités, tout ce qui le trouble, tout ce qui le provoque hors de lui-même, n'est que la manifestation et l'expression d'un état, d'un sens intérieur, d'un instinct, d'une disposition caractéristique de l'homme et de sa nature. C'est le sentiment du dramatique. C'est le sentiment du dramatique qui enserre et contient la multitude de ces sentiments auxquels nous essayons, par des appellations diverses, de donner une signification et une vertu. C'est le sentiment du dramatique qui résume tout le vocabulaire que nous employons pour exprimer nos états d'âme. Et c'est au théâtre que le sentiment dramatique s'alimente et s'assouvit. Le théâtre vit par ce sentiment du dramatique. Le sentiment du dramatique est une attitude de l'homme. Elle durera aussi longtemps que lui. Et le théâtre est une attitude. Il est une disposition intérieure, un maintien, une tenue et une contenance que l'homme se donne et qu'il emploie pour vivre. Si dans le désir de se remettre dans l'émotion universelle, le poète a choisi l'acte du théâtre, c'est parce que c'est au théâtre que l'acte poétique est le plus manifeste et le plus direct. Toute théorie est abominable en soi, c'est un système de damnation, je le disais tout à l'heure à propos de Baudelaire, mais cela n'est pas une théorie, ce n'est pas un système que j'expose ici, c'est la révélation que m'a donnée la pratique et l'exercice de mon métier. Le théâtre est fait du sentiment du dramatique et le théâtre est un acte d'amour. Voilà résumé les constatations et les propositions utiles que l'on peut faire sur le théâtre, loin de tout système et de toute théorie. Mesdames, Messieurs, j'ai intitulé cette causerie de Molière à Giraudoux. De Molière à Giraudoux, ce qui désormais pour moi exprime le mieux le théâtre, ce sont les liens spirituels, les communications affectives, les affinités, l'identité d'un même sentiment dramatique entre le public, les comédiens et le poète d'une même époque. Il n'y a pas de grand théâtre sans générosité, sans mutuelle affection. Il n'y a pas de grands auteurs sans émoi, sans pudeur et sans tendresse. Que ce soit dans les précieuses ridicules ou le médecin malgré lui, que ce soit dans les farces ou les intermèdes composés à la hâte, écrits dans la fièvre de l'adhésion et du succès, dans le plaisir de plaire, ce qu'il y a d'essentiel dans les œuvres de Molière, c'est leur aimable générosité, c'est la tendresse qui les imprègne. Ce n'est jamais de vengeance qu'il est question dans une œuvre dramatique, mais toujours de fraternité. Le signe d'élection, la marque distinctive du poète dramatique, c'est cette attitude impartiale, indulgente, détachée des passions qu'il puise en lui-même ou qu'il découvre en nous. De Molière à Giraudoux, de lustre en lustre, c'est par une attitude de générosité et de tendresse envers le public que les poètes dramatiques, eux aussi, se distinguent et s'ordonnent. La pièce de théâtre n'est jamais une volonté, elle est un message. Une grande pièce de théâtre n'est pas un parti pris, c'est la délivrance d'un état intérieur. Pour l'auteur, comme pour nous, elle est d'abord un moyen de fuir la vie, de l'amplifier, même en la raillant. Elle est surtout pour lui le moyen de l'embellir, le moyen de nous parler, de nous exhorter et d'établir entre les hommes une communication et un courant de sympathie et d'amitié. Quel que soit le poète, quelle que soit l'organisation du divertissement, son ton et son langage, les grandes œuvres s'apparentent par des traits communs de générosité, de courage, de sensibilité, d'humanité, qui sont le secret de cet art. Toutes les œuvres dramatiques vivent, existent et gagnent une survie par leur pouvoir d'atteindre au plus intime dans l'homme, par ces correspondances qui font ressembler le spectateur d'une époque à l'homme de tous les temps. Les œuvres dramatiques survivent dans la mesure où elles s'adressent à l'homme et lui restituent son sentiment humain.